Forrester, donc, a été le chef du projet de ça. Il développe ses idées sur la dynamique industrielle pendant les années 50 et 60. Et ce matin, quand je prends le train, c'est encore le système du premier système de défense antiaérien qui gère et qui rationalise les commandes de billets de train et d'avion pour la plupart des grandes compagnies de transport dans le monde. Ça sort directement des années 50 et du travail de Forrester. Dambeck, il parle de rien de ça. Il ne fait qu'indiquer, il ne fait que suggérer, on subodore ce type de possibilité dans son film. Mais en revanche, il est quand même très précis parce que il y avait effectivement quelque chose de déterminant dans ces travaux de la première cybernétique. Et ce que Dambeck relève en revanche, et là c'est quelque chose dont personne ne parle, c'est comment tout cela s'est originé dans le combat dialectique entre les Allemands et les Américains et dans l'échange des savoirs guerriers qui s'est fait à l'époque. Et c'est même le grand thème de la première partie du film de Dambeck, c'est ça. Et il a cette scène où le drapeau nazi est suivi immédiatement par le livre fondateur de la cybernétique de Norbert Wiener. Ce qu'il essaie de suggérer a été formulé par un excellent historien de la technologie, Peter Galison, qui dit que l'être cybernétique est fondé dans ce qu'il appelle l'ontologie de l'ennemi. C'est-à-dire, ça serait en deux mots la définition que Dambeck donne de la première cybernétique. C'est l'homme-machine qui avance inexorablement vers son but en scrutant son environnement pour les signes d'un obstacle ou d'un ennemi à abattre. Et à la fois Dambeck et Galison veulent dire que la technique est habitée par ce schéma fondateur où l'autre est compris dans le fonctionnement même des circuits comme un ennemi en puissance, un danger mortel et donc quelque chose à tuer, à abattre. Mais si Dambeck était resté à ce constat-là, à mon avis, son film n'aurait eu strictement aucun intérêt. Parce que ça, ce n'est qu'une face de la médaille. Et la médaille a bien deux faces. L'héritage de la cybernétique est profondément ambigu. Et cela se traduit aussi dans l'histoire de la cybernétique par la distinction qu'on fait entre la première et la seconde cybernétique. La question qui a préoccupé la sociologie américaine à l'époque, dès le milieu de la guerre et surtout après, c'était pas exactement comment tuer l'ennemi. Ça, c'était la question des ingénieurs, des spécialistes militaires. Mais les sociologues avaient un autre problème. Le problème, c'était comment intégrer les Allemands dans un monde pacifié après la guerre. Comment faire disparaître les bases mêmes du fascisme, y compris dans la société américaine. Comment faire de sorte que l'homme cybernétique ne rencontre que des machines qui pensent comme lui, qui traitent l'information comme lui, des machines amies. C'est la question qui est posée, entre autres, parce que, comme je dis, c'était la grande question de l'époque, mais c'était posé de façon explicite par Theodor Adorno, Max Horkheimer et les autres collaborateurs de l'école de Francfort dans l'une des études sociologiques majeures de l'après-guerre qui s'appelait la personnalité autoritaire. Et donc ça nous amène au second extrait du film que je vais passer. Die Ursache sehen die Autoren in der autoritären Matrix des Menschen, die den Schlüssel zur Psychologie des Faschismus und totalitärer Systeme überhaupt bietet. Diese Matrix bildet sich durch Erziehung und Tradition,
und ist scheinbar unauflösbar verbunden mit der metaphysischen Vorstellung von einer übernatürlich geschaffenen Natur. Wie konnte man die Anfälligkeit für Faschismus und Rassismus, speziell gegen Juden, gezielt aufspüren und nachweisen? Dafür konstruieren die Soziologen eine Skala zur Messung des faschistischen Potenzials, die sogenannte F-Skala. Darüber hinaus sollen mit neuesten psychologischen Verfahren, zum Beispiel den Tests des amerikanischen Psychologen Henry A. Murray, einem der Väter der heutigen Assessment Center, bisher verborgene Tendenzen der Persönlichkeit aufgespürt werden. Um Faschismus und Antisemitismus für immer zu verhindern, scheint es notwendig, die Natur des Menschen und dessen kulturelle Muster so zu verändern, dass diese autoritäre Matrix für immer verschwinden würde. Wie kann man unblutig und ohne Operation tief in die Persönlichkeit und das Bewusstsein von Menschen eindringen, um dieses dann gezielt zu verändern? Nach dem Gestaltpsychologen Kurt Lewin, einem Mitglied der Macy-Gruppe, müssen dafür zuerst die alten Werte und Gleichgewichte zerstört werden, um die Verhältnisse flüssig zu machen. Dann können neue Gleichgewichte und Werte etabliert werden. Diese müssen dann durch Selbstregulierung dauerhaft befestigt werden. Umerziehung soll in Selbstumerziehung übergehen. Das wird die Welt in eine postnationale, multiethnische Weltgesellschaft ohne festgeschriebene Grenzen verwandeln. Die erforderlichen Werkzeuge und Baupläne für diese neue Weltordnung glaubt die Macy-Gruppe anbieten zu können. Neue und schnellere Rechenmaschinen und kybernetische Modellwelten, mit denen alle Bereiche von Wissenschaft, Kultur und Politik kontrollier- und steuerbar erscheinen. Das verspricht auch die Programmierung neuer Menschen, anti-autoritärer Menschen nach Maß. Alors, ce que moi je trouve intéressant dans cette séquence et dans le film en général, c'est que Dambeck, il essaie de saisir ces problématiques de la transformation de l'homme autoritaire en homme flexible à son état naissant, quand c'était un des besoins des hommes d'État et des scientifiques libéraux américains pendant et après la guerre. Mais ce qu'il vise, et ça se voit dans le film, il fait voir ça, ce qu'il vise, c'est la grande transformation des sociétés qui est survenue pendant les années 60 et 70. Et ce qu'il veut savoir en outre, c'est comment on est passé de là, c'est-à-dire à une massification de ces comportements de refus de la discipline militaire, de la régimentation de la vie, de la standardisation de la production et donc des gestes des gens qui produisent, comment on est passé de là à travers la révolte contre-culturelle, où les gens essaient de faire des expériences sur eux-mêmes, hein, parce que c'est bien ça la période du LSD, des hippies, de toutes ces tentatives révolutionnaires. C'est l'idée de faire des expériences sur soi-même pour se transformer et devenir autre. Mais où est-ce que ça va? On voit dans les années 80 et surtout 90 qu'avec l'arrivée des technologies flexibles, qu'on arrive presque à
un nouvel idéal type de personnalité, ce que moi j'ai nommé la personnalité flexible. Et donc, c'est pour ça que j'étais si frappé de découvrir ce film, parce que j'avais déjà fait cette étude sur la transition entre la personnalité autoritaire telle que elle était décrite par l'école de Francfort, à ce que moi j'ai nommé la personnalité flexible, c'est-à-dire une disposition sortie de la période contre-culturelle, sortie de la recherche d'une société moins hiérarchisée, avec des comportements plus spontanés, des rapports plus égalitaires, comment cette disposition, cette ouverture-là est devenue la base et a fourni la légitimité pour un nouveau jeu de comportements assez typés, maintenant assez normés, qui sont ceux du travailleur flexible, branché en permanence sur le réseau, disponible pour des commandes, des injonctions à travailler, mais aussi à consommer, et capable d'exploiter sa créativité pour la transformer en valeur économique sur le marché et aussi en avantage stratégique au niveau des rapports entre États-nations. C'est à peu près ça ce que j'ai essayé de décrire comme étant les caractéristiques de la personnalité flexible en utilisant le même type d'approche que l'école de Francfort a développé, mais pour notre époque. Et quand j'ai vu que Dambeck avait vu les mêmes choses, évidemment, j'étais très très intéressé de savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça, comment il développait ça. Alors, lui, comme vous avez vu, il est beaucoup plus radical que moi. Il est peut-être beaucoup plus simpliste aussi, d'une certaine façon. Mais ce qu'il suggère, lui, c'est que pendant les années 60, on a donné à manger aux Américains du LSD. Ça les a changés. Ça a été fait par la CIA, selon lui. Et dans la génération suivante, ils ont donné au monde l'Internet avec cette nouveauté absolue de l'existence en réseau qui donne lieu donc à une sorte de culture schizophrène faite de branchements multiples, toujours changeants, qui n'a plus rien de la fixité et de la solidité qu'on peut donc attribuer à la culture romantique ancienne, à la culture de soi telle que ça se connaissait dans l'époque, pendant la grande époque de l'individu au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc Dambeck est beaucoup plus radical, mais il n'a pas tort quand il parle du CIA. C'est un fait que toutes les premières recherches, mais par centaines, ont été subventionnées par la CIA pendant la fin des années 50 et au début des années 60, pendant 10 ans, comme il est dit dans le film, et j'ai regardé l'histoire là-dessus, et c'est exact. Mais, bon, au-delà de cette histoire-là, les gens qui étudient ce phénomène pensent que la CIA ne savait pas du tout ce qu'elle allait produire avec cette dissémination massive du LSD. Les agents ignoraient toutes les conséquences révolutionnaires que ça pouvait avoir, et même simplement de tous les troubles que ça pouvait produire dans la société. Eux, ils cherchaient une manière de contrôler la volonté des gens et les dresser à leur usage, notamment pour en faire des tueurs et des agents doubles. Ça n'a pas marché du tout. C'était un gigantesque fiasco, c'était un échec total. Et entre-temps, ça a contribué à produire la contre-culture. Et quand on sait plus largement le nombre d'expériences qui ont été faites dans cette période où le monde est devenu laboratoire, et quand on sait que Kaczynski lui-même a été l'objet d'une expérience conduite par Henry Murray, qui était, donc là, non pas une expérience de drogue, mais une expérience qui visait à prendre les gens les plus brillants et à les faire, à les exposer à des manipulations psychiques pour voir à quel point l'homme craque. Ça, c'est pour savoir comment trouver les meilleurs pour en faire des officiers d'armée. C'était ça le but
le but qui sort de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cas de Kaczynski et de sa cohorte, je crois que c'était en 1963, la dernière année, je crois, de ces expériences qui ont couru pendant 10 ans, l'une des expériences, c'était de faire écrire aux participants un texte où ils exprimaient leur idéal de la vie, tout ce qu'ils espéraient, tout ce en quoi ils fondaient leurs espoirs pour eux-mêmes et pour l'avenir, en leur promettant à la clé qu'il y aurait un débat avec un avocat qui approfondirait dans le détail tout ce qu'ils avaient fait. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'avocat était là pour les casser, pour détruire leur moi idéal et si possible les réduire à un état de panique et de désespoir. Donc vous avez là une expérience psychique au niveau, au degré zéro de la société, c'est-à-dire le rapport entre deux individus, ou expérience qui est conduite sur le campus d'une université libérale au nom de la science, etc., où vous retrouvez l'ontologie de l'ennemi. Une chose paradoxale qui montre bien par la micro-histoire l'ambiguïté de l'histoire générale. Je pense que c'est là où le film est très fort, et c'est ça qu'on a expérimenté en Amérique ces 8 dernières années. Sous le régime de Bush, sous la présidence de Bush, on a vécu l'ambiguïté profonde du modèle de civilisation qu'on a développé, qui est à la fois une civilisation libre, fondée sur la liberté et le respect de l'autre, et en même temps une civilisation qui est prête à exporter son mode de vie par la force des armes, au mépris de tous les principes qu'elle-même a contribué à fonder, et en donnant lieu à des violences absolument inutiles et qui sont promises à générer d'autres violences à l'avenir. Donc s'il y a un tel intérêt chez moi, et s'il y a eu l'intérêt de Dombeck pour ce sujet, c'est bien à cause de cette réalité-là.